Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau rendez-vous de Folie douce. Ici Yvan Bugeaud. Dans quelques instants, je reçois mes premiers invités qui sont Antonino Petrotta et Karine Genet. On parle ensemble de l'équipe de soutien aux urgences psychosociales. C'est un service qui travaille en collaboration avec les policiers à Montréal. Ce serait intéressant de voir le fonctionnement de cette organisation-là. On a à l'Espresso et à l'Espresso allongé le sujet les sectes. En début de deuxième demi, notre invité Carl Boulian est intervenant psychosocial et nous parlons ensemble du service de première ligne en santé mentale. Carl travaille entre autres dans un CLSC, alors on aura peut-être un peu le quotidien d'une personne qui peut traiter de problèmes de santé mentale au quotidien justement en CLSC. Alors tout ça dans le menu de Folie douce. On commence en chanson avec David Marin et la chanson s'intitule « Je suis pas là ». Vous écoutez l'émission Folie douce qui vous informe sur la santé mentale depuis plus de 25 ans. J'accueille maintenant mes invités qui sont avec moi en studio. Donc, Antonino Petrotta, vous êtes policier. Bonjour et bienvenue à Folie douce. Bonjour. Bonjour. Et on a aussi Karine Genet. Bonjour, Madame Genet. Bonjour. Vous êtes intervenante sociale pour l'équipe de soutien aux urgences psychosociales qu'on appelle ESUP. Alors, on va parler aujourd'hui de santé mentale et la relation, en fait, que le corps policier peut avoir avec les gens qui ont des problèmes de santé mentale. On entend beaucoup de choses dans les médias, évidemment, puis c'est important. Je pense que vous êtes souvent les premiers intervenants quand il s'agit de régler des fois des situations ou quand il y a une crise, quand il y a quelque chose qui se passe, que ce soit sur la rue, que ce soit même dans des milieux plus fermés. Monsieur Petrotta, donc, si on pouvait situer un petit peu rapidement le service du SPVM, c'est-à-dire quelle est un peu peut-être la philosophie, parce que ça a beaucoup évolué au courant des années quand on parle de santé mentale, d'intervention et tout ça. Il y a eu évidemment, on ne s'attardera pas là-dessus, mais il y a eu beaucoup quand même de mauvaise presse, entre guillemets, là, oui. des choses qui sont arrivées. Je pense que vous avez sûrement aussi appris, le service a sûrement appris de ça. Comment vous pourriez un peu peut-être situer quelle est l'approche, quelle est la philosophie du SPVM quand on parle de santé mentale? Pour le SPVM, c'est un dossier corporatif, donc c'est un dossier qui est très... Comme vous avez dit, c'est un dossier qui nous préoccupe beaucoup. Au SPVM, sur l'île de Montréal, nous recevons plus que 36 000 appels par année des personnes donc l'état mental perturbé ou en crise. Donc, ça transmet 90 à 100 appels par jour que les policiers patrouilleurs répondent sur le territoire de l'île de Montréal. Donc, c'est quelque chose qui est très présent. Puis, c'est l'évolution avec la société. Donc, on est rendu le service de police. On fait des interventions non seulement criminelles, traditionnelles. Nous, on est rendu avec des personnes état mental perturbé, des crises. Moi, ça fait 22 ans que je suis policier. Ça a toujours existé. La seule différence, c'est qu'on n'était pas formés. On n'était pas... Les policiers, il y avait une autre idée en tête. Même le service de police. Mais au fur et à mesure, avec le temps, il n'y avait pas de choix. Mm-hmm. Beaucoup d'appels santé mentale, il y a des événements qui sont survenus. Donc, ils ont créé une équipe spécifique. Là, oui. Donc, certains policiers qui sont peut-être répartis dans certaines régions. Il y a des régions peut-être plus où il y a plus de problématiques, mais il y a certains policiers qui, à différents postes de police, peut-être, qui sont plus formés pour cette question-là, c'est ça? Non, nous autres, on a une unité. Okay. En conjonction. On collabore avec EPSJ. OK. Donc, ma collègue ici. Oui. Merci. Ouais. Donc, c'est eux autres, ça existe plus de 21 ans, 22 ans? 22 ans cette année. Donc, on a une collaboration qui est naturelle depuis plusieurs années, depuis ces 22 ans-là, avec le service de police de Montréal. Donc. Mais celui dont on va parler, le ESUP, lui, il est plus récent, là, c'est ça? Oui. Mais c'est issu de cette même organisation. C'est issu de cette collaboration-là qui existe depuis près de 22 ans et c'est comme un mariage qui s'est fait entre les deux services là, pour créer une unité spéciale. Je reviendrai à M. Petrotta. En fait, quel type d'appel, pour donner une idée aux gens, parce que c'est quand même beaucoup par jour, là, vous parlez quand même presque des fois une centaine d'appels, donc on parle de quelle sorte de problématique, mettons, quelle sorte d'appel? Notre unité, ESUP, on va se déplacer des appels des policiers. C'est les policiers qui vont nous contacter. Les citoyens ne peuvent pas nous rejoindre directement. Okay. Donc, c'est les policiers qui vont se déplacer sur des appels mandat perturbé ou crise. Ils sont dans une zone grise, ils ne savent pas quoi faire. Ils ne peuvent pas laisser la personne là. Est-ce qu'il faut l'arrêter? Est-ce qu'il faut l'amener à l'hôpital? Donc, nous autres, ils nous sollicitent pour des appels comme ça. Okay. Donc, n'importe quel appel. L'équipe, on reçoit l'appel,
puis ensuite, on va se déplacer. Donc vous êtes assez bien centré à Montréal pour être capable de couvrir toutes les zones où il pourrait y avoir des problématiques, c'est ça? Oui, on couvre le territoire au complet. Okay. On travaille sur la relève de jour. Oui. On commence à 9h, puis on termine à 23h30. OK. Intéressant. Oui. Je reviendrai maintenant à Mme Genet, Karine Genet. Donc, vous êtes intervenante sociale à l'équipe, justement, de soutien aux urgences psychosociales, les UP. Donc, pouvez-vous nous décrire ce que c'est? On en a parlé un petit peu, mais officiellement, qu'est-ce que c'est, les UP? Bien, en fait, c'est vraiment une intervention combinée qui allie les policiers, le travail des policiers, avec le travail des intervenants de l'urgence, où on vient faire de l'estimation de dangerosité en lien avec l'état mental. On est des intervenants spécialisés en crise qui sont là pour désamorcer la crise, essayer de voir qu'est-ce qu'on peut apporter comme soutien autant aux policiers, mais à la personne qui ne va pas bien, pour ensuite essayer de voir quels sont les services qu'on peut lui offrir. Donc, c'est l'idée, c'est de se rendre directement là où la personne est au moment où la crise se déroule. Oui. Et quelle sorte d'intervention est-ce que vous vous trouvez comme à faire toujours équipe? Quelqu'un de l'ESUP, en fait, va faire équipe avec un policier, par exemple, pour avoir comme un... Puis déjà, les policiers sont sensibilisés sont plus sensibilisés que les policiers en général. Là. Donc, vous êtes plus apte peut-être à intervenir, mais pratiquement, ça se passe comment? Je veux dire, vous êtes comment... En équipe, quoi? On est en équipe. En fait, on partage, on est dans une même voiture de police, un intervenant et un policier ensemble. Okay. Et à ce moment-là, on s'en va directement soutenir les policiers qui ont répondu premièrement à l'appel d'urgence pour lesquels, bon, la personne a vraiment des difficultés. Une fois rendu sur place, l'intervenant va faire son intervention, va essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire, est-ce qu'on peut offrir des services à cette personne-là, est-ce qu'elle représente un danger pour elle-même et pour autrui, et dans les mesures où c'est le cas, si elle ne collabore pas, bien, l'équipe a également le mandat de pouvoir l'amener contre son gré à l'hôpital si sa vie est en danger ou celle d'autrui. OK. Est-ce qu'on a fait au SPVM une espèce de portrait ou essayer de faire une étude de savoir comment ça se passait avant et depuis que les UP est présente et que vous autres, comme policiers, vous êtes formés, est-ce qu'il y a eu des améliorations? Est-ce que c'est mesurable, en fait? C'est mesurable, oui. Nous autres, on enregistre les appels qu'on fait. Il y a une fiche qui est ouverte. Nous autres, notre équipe, on garde des statistiques. On s'est déplacé... la première année où on a commencé, on était juste 2 jours. Mm-hmm. Il y avait environ 600 déplacements. Par la suite, on a décidé d'aller aussi de soir. On a doublé nos interventions. Maintenant, on est juste en croissance. Donc, on est beaucoup sollicité par les policiers. Qu'est-ce que c'est important à savoir, c'est que nous autres, on amène le réseau de santé directement sur les lieux, à l'événement, à l'incident. Au lieu de les policiers arrivent là, ils ne savent pas quoi faire, on va le transporter à l'hôpital. Ça ne devrait pas être transporté, par exemple, à l'hôpital. Donc, nous autres, ils nous appellent, on se déplace. Les intervenants, les professionnels qui sont formés là-dedans, ils vont voir, puis ils vont conseiller les policiers, puis on va prendre une décision en commun. OK. Donc, vous avez un peu le dernier mot, en fait, parce que les policiers vous laissent un peu le devant de la situation. Oui. C'est vraiment une collaboration. Oui, on dit qu'on a le dernier mot parce que veut pas, d'une certaine façon, on est formé au niveau de la santé mentale, donc c'est notre pain quotidien. Oui. On essaie de faire au mieux pour la personne, autant respecter ses droits aussi, parce que dans certains cas, la personne n'est pas un danger, pourrait refuser et a le droit de le faire. Donc, on s'assure aussi du meilleur arrimage qui est possible et aussi d'éviter que la personne retombe dans le système de façon systématique, puis qu'on échappe des situations où la personne pourrait, à ce moment-là, soit porter atteinte à sa vie ou à la vie d'autrui. Donc, l'idée est d'assurer sa sécurité. Comment vous, c'est une question comme ça, mais comment vous prenez peut-être les critiques? Souvent, les gens c'est facile de dire, les policiers utilisent toujours trop de violence, puis quand quelqu'un est en crise, puis souvent quelqu'un peut être menaçant pour sa sécurité ou même la sécurité des gens, là. On a eu des cas, mais comment vous réagissez quand on dit, par exemple, les policiers font telle action, puis est-ce que vous êtes vous êtes un peu comme tanné d'entendre toujours le côté négatif, parce qu'il y a quand même, on voit là, dans votre projet, c'est très positif. Là. Ça, c'est une question personnelle. Pour moi, je sais qu'il y a toujours une autre version
à l'histoire. Ouais. Donc, je sais que les policiers, quand on se déplace, le moment, c'est pas beaucoup. Il faut prendre une décision. Nous autres, dans notre cas, on arrive là, puis on a plus de temps. Mais pour répondre à votre première question, je vous prends ça avec... en reculant, je vais voir c'est quoi, puis je sais qu'il y a toujours une autre version de l'histoire. Puis c'est souvent ça qu'on n'entend pas. Dans le fond, on entend souvent la version, puis, tu sais, on y va beaucoup, c'est beaucoup stigmatisant, la santé mentale. Les gens ont souvent tendance à dire, ben c'est un fou, il faudrait l'enfermer, tu sais, c'est plus nuancé que ça, souvent, tu sais, ça reste que si l'intervention est faite avec des professionnels, des gens qui connaissent la question, comme vous dites, tu sais, c'est pas nécessairement de transporter la personne à l'hôpital, parce que ça va juste des fois ajouter au stress puis à la crise qui est déjà là. Oui, puis le réseau de la santé a une connaissance des alternatives. Veut pas, des fois, on peut arrimer la personne à un centre de crise qui serait beaucoup plus efficace ou qui va avoir une meilleure incidence sur la suite des choses pour la personne. Ou des fois, il y a déjà des professionnels qui sont impliqués, puis ça ne nécessite pas nécessairement un transport à l'hôpital qui serait un premier réflexe parce qu'elle était en crise. Donc, l'idée d'avoir des intervenants sur place, c'est aussi d'éviter des transports qui sont non nécessaires et d'assurer que la personne obtient les bons soins, les bons services. Oui, parce que dans le fond, le but ultime, c'est ça, c'est d'assurer que les gens se sentent bien puis qu'il n'y ait pas de problème dans la société. Parce qu'il y a eu un problème, il y a eu un appel, donc les policiers se rendent, donc il faut qu'il y ait une résolution du problème, tout simplement. Oui. Dans l'avenir, comment vous voyez évoluer ce service-là? Est-ce que vous avez d'autres idées? Est-ce qu'il y a des projets qui sont dans le même type là, pour améliorer justement l'intervention des policiers? Est-ce que... Sur l'île de Montréal, nous avons aussi une équipe en itinérance. Oui. C'est un policier avec intervenant. Nous avons aussi le service à former des policiers réponse intervention de crise. Ce sont des policiers dans chaque poste de quartier qui sont formés pour répondre à des crises. C'est toujours première ligne. Eux autres, ils vont se déplacer immédiatement. Puis, quand il y a une situation où il y a un risque de violence, quelqu'un qui a une crise aiguë, ils vont aller. Ils ont eu une formation de 5 jours. Ensuite, l'idée là-dedans, c'est de s'approcher, voir désamorcer la crise, puis ensuite, soit nous appeler ou appeler un autre service pour venir les aider dans l'incident. Oui. Donc, on est en évolution. Oui, c'est ça. On est en constante évolution en fonction des demandes qui rentrent aussi, puis du flow. Si on a beaucoup plus de besoins, comme on le disait, on a évolué. On est parti d'un moment où on offrait le service simplement juste de soir pour finalement l'offrir de jour et de soir. Ouais. Donc, on est à l'affût aussi des demandes et des besoins. C'est du lundi au vendredi ou c'est tous les jours? Nous autres, c'est tous les jours. Tous les jours de la semaine. Oui. Donc, c'est quand même bien parce qu'on couvre une bonne partie de la journée. Oui, puis pour la période de la nuit, automatiquement, le service est basculé au service de l'urgence psychosociale justice qui se déplacent aussi à la demande des policiers. Donc, il n'y a pas absence de service quand même durant la nuit. La population n'est pas vraiment au courant de ça, mais c'est un service qui n'est pas souvent mis de l'avant, mais c'est intéressant de savoir qu'en tout temps, dans le fond, comme vous le dites, que ce soit votre service ou que ce soit même la continuité qui est assurée par quand même des gens. Donc, c'est très intéressant. Il reste peu de temps. J'aimerais qu'on mentionne peut-être les gens qui veulent en savoir plus, lire sur la question. Il y a sûrement un peu d'explications pour prendre connaissance justement de ce que c'est les UP. On fait juste chercher ça, j'imagine, les UP. Oui. SPVM. Sur le SPVM, le site SPVM, vous pouvez faire des recherches pour ESUP, équipe de soutien aux urgences psychosociales. Oui. Avez-vous quelque chose à ajouter avant de terminer? Non. C'est intéressant de faire connaître le service. Oui, en fait, je pense qu'on gagne à gagner un petit peu tout ce qui se fait déjà, qui est présent, justement pour aider les personnes qui sont en crise. Bien, merci beaucoup d'avoir été là. Karine Genet, merci beaucoup et bonne continuation. Et merci beaucoup, M. Petrota aussi, Antonino, donc d'avoir été des nôtres. Merci et bonne continuation. Merci. Au revoir. Vous avez des commentaires, des questions ou des idées pour Folie douce? Laissez-nous un message sur notre boîte vocale au 514-990-9604. 514-990-9604. C'est maintenant le bloc Espresso. Le sujet aujourd'hui, les sectes. Bonjour Pierre Laporte. Salut Yvan. Bonjour Ghislain Malo. Bonjour. Alors les sectes, c'est un grand sujet, mais je pense que tu as un angle particulier à nous amener. Les fameuses sectes qui sont de plus en plus nombreuses au Québec et à travers le Canada. On a l'impression qu'à une époque, on en parlait plus. On a l'impression qu'on n'en parle pas beaucoup, mais je pense que ça continue toujours à fourmiller. C'est parce que c'est pas toutes les sectes
font parler d'elle. Oui, puis il y a eu des événements tragiques aussi. Oui. C'est d'après un article qui s'appelle « Pourquoi les gens rejoignent-ils des sectes ?» Ça s'adresse plus au côté psychologique de la question que du côté légal, si tu veux. C'est ce qu'on se pose comme question. Souvent, on dit pourquoi ils vont joindre ça. On a toujours l'impression que c'est... On parle aussi du type de personnes qui joignent. Oui, c'est ça, mais on va voir que c'est toutes sortes de gens. Ça peut être des gens qui ont beaucoup d'éducation, peu d'éducation, mais qui ont des besoins spirituels, d'affection, si on peut dire, à combler. En fait, c'est un article français, mais on va voir qu'en France ou au Québec, c'est la même chose qui se passe. Le titre de l'article est « Pourquoi les gens rejoignent-ils des sectes ?» Ça vient du site Internet Monde de psychologie. Alors, pourquoi les gens se joignent-ils aux maçons, aux rotariens ou à un parti politique? En raison de ce qu'ils offrent. L'amitié, les relations, l'identité, l'occasion de faire une contribution. Est-ce que les motifs sont les mêmes que de joindre l'ordre du Temple solaire ou la branche davidienne, ou les talibans, ou le Hamas, ou le Al-Qaïda? Comment les groupes sociaux et organisations acceptables sont-ils différents des cultes dangereux? Il y a beaucoup d'intérêt pour les sectes qui peuvent prendre plusieurs formes. Elles peuvent être religieuses ou raciales, politiques ou mystiques, d'entraide ou pseudo-psychologiques, mais elles ont toutes une demi-douzaine de caractéristiques reconnaissables. La plupart des cultes commencent en essayant d'arrêter à la fois la pensée individualiste et critique. Leur travail est de vous briser et de vous refaire comme l'un d'entre eux. Cela implique l'introduction d'un credo sacré que les membres peuvent avoir à vivre. Par la confession ouverte et la subordination de l'individu à la doctrine, le culte assure le contrôle et la pureté. Les sectes induisent délibérément de puissantes émotions comme la peur, la culpabilité, mais aussi la fierté. Ils ont tendance à développer leur propre langage et leur accoutrement, ce qui montre leur spécificité. Mm-hmm. Mais la question centrale est de savoir si, en général, les bonnes organisations légitimes font les choses différemment des sectes, comme les scouts ou la table ronde ou l'Institut des femmes. L'application d'étiquettes psychiatriques à ceux qui rejoignent des groupes extrémistes n'offre peu d'explications à leur comportement. Ils représentent souvent un peu plus qu'une condamnation moraliste. Plutôt que d'essayer immédiatement de reprocher aux extrémistes d'être différents, il est tout aussi important d'essayer de comprendre l'attrait psychologique des sectes, des groupes extrémistes et des cellules politiques, ainsi que de certaines organisations professionnelles. C'est souvent des gens en quête de sens, souvent. C'est pas si c'est mentionné, là. Oui, si on veut, oui, on peut dire ça. Et ce qui est spécial, c'est que les sectes vont jamais dire on est une secte, ils vont toujours dire on est un groupement. C'est ça qui est. Hein? Oui. Oui, parce que le mot secte a pris avec les années une connotation très négative. Oui. C'est des gens souvent aussi qui sont insatisfaits de la société, qui veulent contribuer quelque chose de, en apparence positif, qui devient parfois de plus en plus sombre au fil des ans. Oui. Toute analyse de la composition des individus dans les groupes de culte montre une grande diversité en termes d'âge, de carrière, d'éducation, d'idéologie et de talent. Ils peuvent attirer les diplômés et les analphabètes, l'adolescent et le senior, la classe moyenne solide et ceux en marge de la société. Ce n'est pas tant leur démographie qui est importante que leurs besoins psychologiques. Les études sur ceux qui se sont inscrits à toutes sortes de sectes et de groupes extrémistes ont cependant montré qu'ils avaient des promesses de recrutement similaires et sophistiquées, des techniques d'induction et de programmes d'influence sociale. Ils utilisent des méthodes d'endoctrinement et de contrôle de l'esprit qui ne sont pas différentes de tous les groupes, bien qu'elles soient peut-être beaucoup plus intensément appliquées. Oui, on remarque aussi souvent chez les sectes pseudo-religieuses que le gourou profite de son statut pour prendre des avantages sexuels sur les membres féminines, souvent. Toutes sortes d'avantages. Ça, c'est fréquent, effectivement. Oui.
Alors, je poursuis ma lecture. Les techniques de contrôle mental des groupes extrémistes diffèrent peu de celles de l'armée ou des organisations religieuses et des prisons. Ces techniques méchantes, entre guillemets, sont en effet bien connues. Exiger une conformité totale et cohérente en utilisant des techniques persuasives et lourdes pour créer une dissonance et une manipulation émotionnelle. Ils ne diffèrent que par l'intensité et la durée et donc par l'efficacité. Qu'est-ce que tous ces groupes cultes et non cultes offrent à une recrue potentielle? Réponse: de l'amitié, de l'identité, du respect et de la sécurité. Ils offrent aussi une vision du monde, une façon de discerner le bien du mal, le bon du mauvais. Ce sont des incitations puissantes pour tous les gens, peu importe leur origine. Nous sommes des animaux sociaux, mais ils offrent plus un style de vie structuré et la capacité d'acquérir de nouvelles compétences. Mais je m'arrête ici et je poursuivrai un peu plus tard dans l'émission. Sur le grand sujet des sectes, merci de demeurer des nôtres à Folie Douce. À venir dans l'émission Folie Douce, notre invité Carl Boulian est intervenant psychosocial. Nous parlons du service de première ligne en santé mentale. À l'Express allongé, nous poursuivons sur les sectes. Vous entendrez aussi en chanson Danse de Rookie Rook et Taureau de Buridan. Vous voulez échanger avec nous, vous désirez participer à Folie Douce, notre site web est antenne au singulier .qc.ca. Utilisateurs de Facebook, YouTube, Instagram et Twitter, cherchez Folie Douce Radio pour nous trouver ou téléphonez-nous au 514-990-9604. Vous écoutez Folie Douce, l'émission hebdomadaire qui démystifie les problématiques de santé mentale depuis plus de 25 ans. De retour au micro dans quelques instants. La santé mentale, c'est à force d'en parler qu'on cessera d'en parler. Vous êtes à l'antenne de Folie Douce. Je suis en compagnie maintenant de mon invité, Carl Boulian. Bonjour, Carl. Allô. Bienvenue à Folie Douce. Merci de me recevoir. Ben, ça nous fait plaisir, d'autant plus que tu nous as contactés. On trouvait ça intéressant parce que ce qu'on va parler dans les prochaines minutes, on n'a pas souvent parlé. On a souvent parlé de santé mentale, mais pas de cette façon-là. Tu es intervenant psychosocial en service de première ligne, ce qu'on peut appeler peut-être les CLSC. En tout cas, c'est là que tu travailles. C'est là que tu... Exactement, au niveau de l'accueil psychosocial. Psychosocial. Ouais, alors, on parle souvent de la première ligne. On parle qu'un CLSC... dans un monde idéal, puis dans les plans de santé qu'il y a eu à travers les années, on se disait souvent, il faudrait que les gens aillent moins aux urgences, aillent plus justement en CLSC. Le problème qu'on a souvent rencontré, c'était les heures d'ouverture. Mais il y a des bons services qui se donnent, puis c'est un peu ce que tu vas nous parler. Mais avant d'en arriver là, je veux que tu nous parles un peu de toi, parce que tu t'es intéressé à la santé mentale, tu es intéressé au psychosocial. Mais toi-même, tu as un certain vécu et tu es à l'aise de nous parler un petit peu de ton cheminement personnel. Oui, je peux y aller. Écoute, moi, ça a été assez jeune, le premier contact que j'ai eu. D'un, je viens de Charlevoix, donc ma mère avait une garderie en milieu familial. Donc, c'est une forme de relation d'aide, si on veut, avec des jeunes enfants. J'ai baigné là-dedans. Par la suite, il est arrivé un événement peut-être qui a été déclencheur aussi. J'ai le père de mon meilleur ami, quand j'étais jeune, qu'on a retrouvé finalement, qui était suicidé dans un cabanon.
OK. Donc, moi et mon père, on a été les premiers à intervenir. Donc, OK, donc vous l'avez comme... C'est vous autres on l'a qui découvert, si on veut. Là, ouais. Aïe, aïe, OK. Donc, les policiers et les ambulanciers sont arrivés par après. Je me souviens encore de l'ambulancière qui était là, qui m'avait regardé son regard en me disant « Va-t'en d'ici ». Puis... T'avais quel âge à ce moment-là? Je pense que j'avais 17 ans. À 17 ans à peu près, oui. Ça frappe? Oui, ce qui m'avait frappé, je sais que le policier m'avait demandé veux-tu aller reculer l'auto? Parce que l'auto était dans le parking, puis l'ambulance avait besoin de rentrer. Je sais que je me souviens, c'était une Volkswagen, puis j'avais chauffé ça une fois dans ma vie. Puis Volkswagen sont particulières parce qu'il faut que tu pèses pour avoir accès au reculon. Mais sur le coup de la pression, tout ça, ça avait quand même. J'avais fait ça vraiment bien. Puis après ça, il m'avait dit de rentrer en dedans pour aller voir parce que les enfants étaient en dedans, la conjointe, tout ça. Fait que j'étais allé en dedans, puis j'avais écouté, Puis je m'étais surpris parce que je trouvais que j'avais eu gardé un certain contrôle, étonnamment, parce que j'ai toujours été quelqu'un qui était anxieux. Ouais, t'étais pas comme en panique pour justement... non, ça m'a surpris parce que justement, dans ma vie de tous les jours, j'étais quelqu'un qui avait beaucoup d'anxiété, qui était timide. OK. Puis d'avoir une situation comme ça, puis de garder le contrôle, puis de sentir que t'es au-dessus de la mêlée, ça a peut-être été un genre de déclic qui a été malheureux, par contre, ça a pris un mauvais événement, mais... je sais que par la suite, l'été d'après, j'ai commencé à travailler dans le milieu hospitalier à Baie-Saint-Paul. Puis, j'étais préposé aux bénéficiaires, mais souvent, je travaillais en psychiatrie. Donc, ce qui consistait finalement à être de garde. Souvent, ils me donnaient des tâches, genre, tu peux surveiller cet homme-là cette nuit parce que, bon, il y avait un risque, j'imagine, suicidaire. À ce moment-là, je comprenais pas trop. Ouais. Mais c'est ça, je parlais avec la personne, ça avait besoin. Puis, ça a été mon premier contact. J'avais 18 ans, fait que je peux pas dire que j'avais encore une grande maturité. Là. Mais la relation d'aide, puis particulièrement le côté psychosocial, t'intéressait. Donc, pourrais-tu relier ça un peu, comme tu disais tantôt, à ton enfance? Oui, je pense que j'ai une hypersensibilité à prime abord. J'ai toujours été hypersensible à l'écoute. J'étais enfant unique, fait que j'ai été entouré d'adultes. Il y a peut-être un facteur là aussi. Oui. On mature plus souvent. Exactement. Côté curiosité, j'ai toujours aimé ça, connaître un peu ce que les autres font, poser des questions. J'ai un certain côté curieux, fait que puis c'est ça. Je pense que moi-même, j'ai eu des besoins de consulter quand j'étais jeune, quand j'étais adolescent. OK. J'ai consulté un psychologue en milieu hospitalier pendant quelques années, je dirais. J'ai vécu l'intimidation à l'école, j'ai eu d'autres sortes de problèmes, justement l'anxiété, tout ça. Donc, j'ai eu à consulter moi-même un psychologue. Je pense qu'il était un genre de mentor finalement parce que ça a été une figure, une genre de figure comme quoi je pouvais me référer là, en termes d'homme dans le milieu de l'intervention. Oui. Parce qu'on sait que des fois aussi, ce milieu-là, c'est pas fait pour tout le monde. Il faut avoir presque une vocation. Puis on se demande souvent comment les gens peuvent passer à travers leur journée, d'être assez détachés pour de pas trop s'en faire personnellement, puis en même temps intervenir puis être efficace. Hein? C'est sûr qu'en commençant, c'est beaucoup de l'adaptation, on se fait une genre de carapace qu'on peut dire. Quand vient une certaine expérience, moi je compare ça un peu comme un mécanicien, je me vois plus comme un mécanicien dans le fond, c'est que tu arrives à un certain moment où c'est pas que tu es insensible, tu es empathique, mais en même temps, le problème de la personne ne t'appartient pas. C'est pas ton problème à toi. Fait que tu as un genre de détachement. C'est-à-dire, rationnellement, je regarde la situation, je regarde les options, c'est quoi les meilleures solutions, on essaie de faire une analyse vite faite de comment on peut l'aider de la meilleure façon. Puis après ça, on passe ça à un spécialiste ou à quelqu'un qui va faire plus de long terme, finalement. Donc, dans le fond, c'est ça. Tu fais ton travail. Tu dis, écoute, moi, je peux faire ça, je peux faire ce bout de chemin-là. Ouais. Puis probablement, à cause que tu vois aussi beaucoup de personnes. Oui, c'est une quantité. Fait que tu n'as pas le choix aussi de demander quand tu fais de la quantité, il faut que tu te mettes une genre de barrière. Là, faut que tu sois, Puis d'une façon ou d'une autre, tu peux pas comme te souvenir de tout le monde. Fait que d'une certaine façon, c'est presque bénéfique qu'il y en ait plusieurs personnes parce que tu peux pas comme t'attacher à cette personne. Exactement. Il y a ce côté-là qui, moi, c'est plus facile pour moi. Dans le fond, c'est que j'ai pas besoin nécessairement de m'attacher à la personne. Ouais. Ce qui est différent de quelqu'un qui fait du suivi à plus long terme. Ouais. Dans le fond, il n'y a pas de lien qui se crée. Il y a un lien de confiance rapide, des fois, qui doit se créer parce que la personne qui est en face de toi, il faut en quelque part qu'elle te fasse confiance parce que des fois, tu as des orientations à donner puis il faut qu'elle comprenne aussi vers où tu veux la diriger. Là. Mais... Ouais. Alors, si on venait justement à ta vocation, si on parlait ça comme ça, c'est... Mon métier de mécanicien. Ouais, mais ça en prend des gens comme ça, puis c'est une bonne chose. J'aurais toujours voulu être mécanicien, mais je pense que j'avais pas le talent manuel. Mais ta comparaison est très bonne, parce qu'effectivement, c'est pas ton auto, tu veux essayer d'aider quelqu'un, puis éventuellement, tu vas l'aider. Exact. Donc, c'est la même chose. Mais comme intervenant psychosocial, donc en première ligne, parce que c'est ça, les CLSC restent, tu travailles dans un CLSC à Montréal?
psychosocial. Oui. Comment ça se passe? Quelle sorte de gens tu vois? Bon, tu nous as parlé un petit peu que tu réfères, tout ça, mais... D'un, ça peut être de 0 à 125 ans si la personne se rend jusque-là. Ouais. C'est une porte d'entrée. Ouais. Si je comparais ça un petit peu au triage infirmier d'un hôpital, c'est-à-dire tous les gens qui rentrent au CLSC passent par l'accueil psychosocial. À moins que ce soit vraiment nursing, parce qu'il y en a qui voient quand même des infirmières pour des rendez-vous, des prises de sang, des choses comme ça. Là. Mais sinon, tout ce qui est psychosocial, ce qui est au niveau des services, personnes âgées, au niveau des problèmes familiaux, au niveau des difficultés, au niveau d'un développement de l'enfant, motricité, au niveau intellectuel, côté santé mentale, même les programmes au niveau de la naissance, les programmes OLO, tout passe par l'accueil. À part si c'est un enfant malade qui arrive ou peu importe, c'est ça, dans ces cas-là, j'imagine. Tout ce qui est médical, on ne voit pas ça, mais tout le reste, dans le fond, ça passe. Et il y en a beaucoup, parce que le CLSC, c'est peut-être la première idée qui nous vient. Souvent, c'est justement dans le quartier des gens. Donc, les gens, plutôt que d'aller à l'hôpital le plus proche, vont dire, on va aller voir au CLSC. Oui, malheureusement, au niveau médical, par contre, c'est souvent des GMF, donc c'est des médecins de famille, donc ils ne font pas nécessairement de sans rendez-vous pour voir des médecins. C'est côté plate un petit peu, donc les gens ont besoin d'aller en clinique pour ça. Mais nous, on reçoit souvent des références médicales, que ce soit au niveau du médecin de famille ou des hôpitaux. Parce que les gens qui sont hospitalisés ont besoin de services rapidement. Ouais. Donc, on est aussi la référence première pour les services à domicile et tout ça. Ouais. Donc, quelle sorte de problématiques tu peux voir, justement, si on parle en général? Est-ce qu'il y a des choses qui reviennent souvent? C'est sûr que ce qui revient très souvent, si on parle de... Bon, ça peut être arrêt de travail, de problèmes dépressifs, d'anxiété, idéation suicidaire, des gens qui arrivent avec des idéations suicidaires, des problèmes familiaux, séparation. C'est des choses qui reviennent quotidiennement. C'est des choses qu'on voit le plus souvent, généralement. Et les gens cherchent des solutions, Donc, ton rôle, c'est d'essayer de bien définir ce que c'est. Est-ce qu'il y a une gravité qui mériterait d'aller à l'urgence, par exemple? Parce que c'est un peu ça aussi que tu fais. Ben oui, il y a des certaines grilles, certains outils, certaines techniques qu'on utilise. C'est sûr qu'il y a beaucoup aussi du bagage expérientiel de la personne, de l'intervenant, mais en général, on essaie d'évaluer le risque au niveau de la dangerosité de la personne. Est-ce qu'elle est à risque pour elle-même ou encore pour les autres? Est-ce qu'elle a un plan? Est-ce que c'est défini dans le temps et tout ça? Donc, on essaie de cerner au niveau de l'urgence. On a des codes de couleur maintenant. Là. C'est, dans le fond, ça part de vert jusqu'à rouge. Vert, jaune, orange, rouge. Et si c'était rouge, c'est que... Si c'était rouge, c'est un cas qui est urgent, qui doit être pris en charge maintenant. Et souvent, c'est référé au niveau des services hospitaliers. OK. Parce que la personne, si c'est en rouge, ça veut dire qu'elle a des idéations pour porter, dans le fond, pour mettre fin à ses jours ou encore pour agresser une autre personne. Donc, dans ce temps-là, tu n'as pas le choix d'urgence. Tu appelles genre l'ambulance? Oui, souvent, on appelle le triage infirmier à l'hôpital. Okay. Si la personne est d'accord puis elle est consentante à aller directement à l'hôpital, dans le fond, on appelle le service hospitalier, l'hôpital le plus près. Exactement, pour parler avec l'infirmière, pour parler un petit peu de la situation, puis disant que la personne va se présenter dans peut-être une heure, maximum une heure au service d'urgence. Donc, ils connaissent déjà le cas. OK. Il n'y a pas besoin de répéter une autre fois aussi. Ça, c'est une autre chose. C'est sûr que la personne, ça, c'est si elle est consentante. Par contre, ça arrive aussi qu'il y a des personnes qui ne veulent pas nécessairement de service. Ils se présentent parce qu'il y a une personne de l'entourage qui les a amenés ou qui les a référés. Donc, c'est toujours de voir aussi la personne, est-ce qu'elle est consentante à avoir des services ou pas. Par contre, s'il y a un risque important, on n'a pas le choix. De toute façon, on appelle le 911 à ce moment-là. Puis, il faut trouver une solution sécuritaire. Il faut la protéger. Je me demandais toujours, comme intervenant psychosocial, j'imagine que tu as une espèce mettons, de préférence. Quel type comment la personne devrait arriver dans un CLSC pour t'aider, en fait, pour s'aider elle-même, mais pour t'aider aussi. Tu dois sûrement te dire, quand quelqu'un arrive puis que je suis capable de rapidement faire le tour de la question puis saisir c'est quoi le problème. Mais est-ce qu'il y a des trucs peut-être pour donner aux gens quand ils se présentent en CLSC? C'est sûr qu'on a une grille à demander à la personne, des choses à mettre sur notre... comment dire? Parce que nous, on a fait en faire une demande par la suite. Donc, il y a des éléments qu'il faut aller chercher de la personne. On ne peut pas juste non plus la laisser parler, l'écouter, malheureusement. On aimerait ça. Mais il faut aller chercher certains éléments parce que pratico-pratique, ça nous donne une idée rationnelle de la personne en est où dans son cheminement, dans son état et tout ça. Y a-tu comme 5 points, on pourrait mentionner, dire, mettons, les gens qui arrivent là? Ça peut être exemple, ça peut être, mettons, la consommation. Est-ce que la personne consomme? Si elle consomme quoi et à tous les jours? C'est quoi sa fréquence de consommation? Ça peut être, est-ce qu'elle prend de la médication? Ça nous donne un indice aussi, ça a des symptômes dépressifs, prend aucune médication. Bon, OK, ça peut être une orientation possible.
Est-ce qu'elle a de la famille, un environnement autour d'elle? Parce que ça, c'est très important. Tu sais, quelqu'un qui n'a personne autour de lui versus quelqu'un qui a une conjointe, qui a des parents, ça peut faire une bonne différence dans la stabilité d'une personne. Des enfants, est-ce qu'il y a des jeunes enfants? C'est toutes des genres de questions qu'on va essayer de voir pour justement nous donner un genre d'indice. Est-ce que c'est prioritaire, cette personne-là? Parce qu'on ne se cachera pas, là. Bon, il y a des délais d'attente. Oui, puis si la personne n'a pas d'aide et elle a des enfants, ben, ça devient problématique parce qu'elle est un soutien pour ses enfants. Exactement, ça c'est un facteur de risque. Là, c'est-à-dire que s'il y a des jeunes enfants puis c'est la seule personne qui peut prendre soin des enfants, là, on a doublement là, une responsabilité là, à intervenir. Oui. Puis dans un monde idéal, il reste à peu près une minute, Carl, c'est très intéressant, mais dans un monde idéal, qu'est-ce que tu améliorerais, toi, comme intervenant psychosocial? Qu'est-ce que tu t'ajouterais ou tu changerais peut-être dans ton travail? C'est sûr que dans les dernières années, avec la réforme et tout ça, on a vu apparaître le lean qu'on appelle. C'est une approche qui fait plus avec moins, mais on faisait déjà plus avec moins avant. Donc là, on fait encore plus avec moins. Et c'est tranché encore plus mince. Puis là, c'est pas des... Je faisais le parallèle avec le mécanicien, sauf que là, c'est pas des pièces d'auto, c'est des humains. Ouais, les pièces d'auto, ça chialera pas trop. À un moment donné, il y a des limites. Oui, c'est ça. C'est que l'humain, c'est quoi? Mais ça prendrait quoi? Plus de personnel? Ça prendrait Oui, ça prendrait plus de personnel, ça c'est clair. Il nous manque de personnel. Aussi, des fois, au niveau de... Je dirais que la structure, c'est pas toujours facile non plus, parce que des fois, au niveau de l'équipe de l'intervention, on sait qu'est-ce qui pourrait peut-être être amélioré, changé plus rapidement, mais des fois, il faut se buter à, faut présenter ça. Souvent, on n'écoute pas. Les décisions se prennent plus haut. Donc, il faut faire prendre des décisions plus rapidement. On se sent un peu impuissant quand des fois on changerait bien des choses, mais on se sent impuissant parce qu'on n'a pas le pouvoir de le faire. Ouais, c'est intéressant. Mais écoute, c'est déjà le temps. C'est déjà tout le temps. Ça passe. Que je revienne. Non, absolument. Il faudra qu'on fasse une partie 2 de l'entrevue. C'est très intéressant. Je te souhaite de continuer dans les meilleures conditions possibles. Puis merci beaucoup d'avoir été des nôtres, Carl. Merci à toi. C'était très bien. Merci. À la prochaine. Merci. Bye bye. Au revoir. Vous êtes branchés sur Folie douce. Soyez au courant des multiples thèmes de la santé émotionnelle. Nous poursuivons au micro avec l'Espresso allongé et le sujet entamé, les sectes, avec Pierre Laporte et Ghislain Malo. Oui, je pourrais donner un exemple. J'ai vu une télésérie qui est un peu sur le sujet, qui s'appelle Wild Wild Country, que moi j'ai beaucoup aimé, qui est l'histoire des Sonyatsin, qui est une secte hindoue qui se sont installés dans un immense territoire en Oregon. Et c'est la relation avec les habitants du petit village qui s'est devenu de plus en plus fou au fil du temps, jusqu'à être les premiers responsables d'une attaque bioterroriste aux États-Unis. Ah bon? Ah oui, c'est quand même. Hein? Oui. Alors, je vais poursuivre ma lecture de l'article qui s'appelle Les sectes. Pourquoi les gens rejoignent-ils des sectes sur le site français Monde de psychologie? Alors, on nous dit que même les groupes politiques ont une sorte d'agenda religieux et de vengeance, de purification et de justice qui sont souvent très dépassés. Dans la plupart des groupes extrémistes, il y a généralement peu de violence et souvent un style de vie sain, au moins en termes d'exercice, d'alimentation, etc. Et beaucoup promettent de guérir des maladies physiques et psychologiques, même la maladie de la société dans son ensemble. Beaucoup promettent le plus grand cadeau de tous, l'immortalité. Oui, puis souvent ils sont installés pas en ville, un peu en dehors de la ville. Oui, ils sont ils ont plus le champ libre de cette façon-là. Oui, il y a des terrains aussi qui leur permettent aussi. Oui. Essentiellement, 5 choses rendent les groupes extrémistes dangereux pour leurs membres. Premièrement, ils exigent qu'ils rompent tous leurs liens avec les gens, familles et amis et les organisations, écoles, églises, etc. Ça les rend naturellement plus dépendants du culte lui-même et contribue à créer la nouvelle identité de la personne. Deuxièmement, les membres sont tenus de faire preuve d'obéissance immédiate et inconditionnelle à des règles et règlements souvent arbitraires, insignifiants ou inutiles. L'idée est d'assurer l'allégeance et l'obéissance. Oui, et un uniforme souvent. Je ne sais pas si c'est mentionné. Oui, c'est vrai, oui. Pas partout, par contre, il me semble. Non, mais oui, parfois des uniformes, oui. Ouais. Troisièmement, les membres du groupe doivent souvent faire de longues heures de travail fastidieux. Et les recrues deviennent habituellement physiquement, émotionnellement et mentalement épuisés. La privation de sommeil est un bon début. Tout cela fait partie du processus d'induction.
Quatrièmement, tous les groupes ont besoin d'argent pour exister. Certains ont beaucoup d'argent en tant que fins et moyens. Cela peut donc amener rapidement les recrues à s'impliquer dans des activités illégales ou semi-légales. Les groupes qui sont pris en charge par l'État ou ceux qui ont une longue histoire de fonctionnement peuvent cependant être différents. Et, oui. Certains aussi visent des membres de familles très riches aussi. Pour amener de l'eau au moulin. Oui, ça amène de l'eau au moulin. Oui, pour amener un gros montant d'argent. Oui. Et cinquièmement, les groupes rendent les coûts de sortie très élevés, c'est-à-dire de sortir de la secte. Partir est associé à l'échec, à la persécution et à l'isolement. C'est plus qu'une simple perte de temps et d'effort. Ils vous font sentir comme si rien ne sera jamais la même chose et que vous serez un paria. Oui. Il est fait pour sonner une option très peu attrayante, voire impossible. Oui, puis certains peuvent perdre leur famille qui peuvent rester dans la secte. Oui, mais il est vrai que certains individus sont plus réceptifs au message des sectes que d'autres. Les recruteurs savent que ce qu'ils semblent avoir en commun est qu'ils sont dans une phase de transition dans leur vie. Quelque chose a disparu et n'a pas été remplacé. Ils peuvent avoir déménagé ou abandonné le travail ou l'éducation. Ils peuvent avoir quitté le sein de la famille à cause de l'âge, de la pauvreté ou du divorce. Ils peuvent s'être éloignés de leur religion ou de leurs racines idéologiques. Ils sont délogés de leur groupe social et en cherchent un autre. Bref, ils se sentent souvent aliénés. Ils peuvent se sentir de plus en plus isolés du monde commercial, politique et technique qui leur offre peu. Mal à l'aise, souvent en colère et rancuniers, ils peuvent se chercher. Ils sont introduits dans un groupe avec des réponses simples. Ils offrent des règles simples et un style de vie simple et un soutien social. La plupart sont heureux d'échanger leur liberté et leurs biens, tels qu'ils sont, contre la gloire illusoire, le pouvoir et la sécurité de ce groupe. Le groupe culte semble offrir tout ce dont ils ont besoin et ce qu'ils veulent faire. Finalement, c'est un sentiment de sécurité. Oui, puis d'appartenance. Oui. À la fois sécurité, appartenance, mais en même temps à la fois de soumission. Tu sais, c'est ça qui est assez drôle comme feeling. Ce sont des besoins humains, finalement. Oui, des besoins humains, mais ils vont accepter d'être soumis ou de se faire brainwasher. Oui, c'est des gens aussi, donc, c'est pas dont leur identité est plutôt floue. Mm-hmm. Les personnes plutôt timides et insoumises qui semblent inhibées et gênées dans les situations sociales sont particulièrement attirées par les groupes ayant des modèles d'interaction stéréotypés avec leur prédictibilité et leur respect des règles. Je vais, en terminant rapidement, je vais donner le numéro de téléphone du groupe Infosect. Infosect, oui. Oui, ici même, c'est dans la région de Montréal. C'est au 514-274-2333. Vous aurez toutes sortes d'informations sur les groupes et les sectes. Merci beaucoup, Pierre. Merci, Ghislain. Merci. Vous souhaitez écouter l'émission Folie douce au moment qui vous convient le mieux? Branchez-vous sur notre site web pour accéder à notre canal radio sur YouTube. Antenne.qc.ca antenne.qc.ca. Pour conclure ce rendez-vous de Folie douce, Ghislain Malo, on va faire la nomenclature des chansons comme à notre habitude. Oui, on écoutait en début d'émission la chanson « Je suis pas là » de David Marin. En deuxième position de chanson, en fait, on a écouté « Carol » de John Jacob Magistri. Dans deuxième demi, on a écouté la chanson « Danse » de Rookie Rook. Et à l'instant, « Taureau » de Buridan. Ben voilà, merci beaucoup pour votre choix musical. Merci. À toi et à Pierre. Merci aussi pour la recherche, ta participation au micro. Merci Pierre Laporte à la mise en onde. Bienvenue, mon cher. Merci pour tes espressos où tu nous as démystifié les sexes. Surtout, tu nous as parlé un peu des pourquoi les gens peut-être joignaient les sexes. C'est intéressant de se poser la question. On a eu nos invités en début d'émission, Antonino Petrotta et Karine Genet, qui nous ont parlé de l'équipe de soutien aux urgences psychosociales, donc qui travaille en relation avec les policiers à Montréal. Notre invité en début de deuxième demi, c'était Carl Boulian, qui était intervenant psychosocial justement et qui nous a parlé du service de première ligne en santé mentale. Alors tout ça dans le menu de Folie douce. Cette semaine, c'est Yvan Bugeaud à l'animation. Bonne semaine à tous et à la prochaine Folie douce. Au revoir.
Bop, 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 bop.